Bonjour à tous, voilà une séquence sur les charpentes à Chambord. Nous nous trouvons ici au 4e étage, qui est au 5e niveau quand on compte le rez-de-chaussée, dans un appartement dit de canton, dans un emplacement où au-dessous se trouvent similairement les grandes salles d'appartement. Ici, vous avez affaire à une charpente en chêne tout d'abord, qui est, je dirais, environ à 80% du XVIe siècle. Dans tous les siècles, par bonheur, il s'est trouvé quelqu'un pour revenir restaurer une partie de cette charpente. Elle est composée très simplement de grands chevrons que je tiens sous ma main ici, qui font plus de 20 mètres de long chacun, et qui constituent, quand ils sont deux, la pente du toit, qui sont reliés par en dessous par des entrées que vous ne voyez pas sous les parquets, et qui soutiennent ici des voliges sur lesquelles sont clouées les ardoises du toit. Les voliges, elles sont en bois de peuplier. Ces chevrons, d'autre part, donc, comportent un certain nombre de petits trous pour faire placer des lattes ici, afin de les recouvrir d'un torchis pour en faire l'isolation. Ce qui est important de comprendre, et en quoi les charpentes de Chambord sont tout à fait exceptionnelles, c'est que nous avons affaire ici à une charpente formant ferme, puisqu'ici je ne peux pas glisser ma main entre les chevrons et les voliges que vous voyez là, donc qui sont montés ici dans la partie rectangulaire où nous nous trouvons en parallèle. Toutes les fermes sont montées en parallèle. Elles sont retenues un peu dans la partie du dessus par de faux entraits, 2 niveaux de faux entraits, et le tout ne tient que grâce, en fait, à ce qu'on appelle le poinçon en haut de la charpente, constitué de 4 grosses croix de Saint-André qui sont des croix en X. La manière dont les bois sont numérotés pour être assemblés, c'est très simple. Une marque correspond à une dizaine, 5 contre-marques, ça fait le chiffre 50. Et donc, vous avez un suivi de la numérotation très précis, ici avec 51, 52 et deux petites barres au-dessus, 53, etc., etc. Donc, ces grandes fermes, en fait, étaient assemblées en partie au sol et remontées. Alors, on se trouve maintenant dans la charpente d'une tour, donc un espace circulaire, avec une charpente assez différente de la charpente qu'on trouve au-dessus des logis carrés. Et ce qui est intéressant de savoir aussi à propos des charpentes de Chambord, c'est que c'est un très bon exemple du système particulier qui a été mis en place pour construire ce château. Le château a été finalement préfabriqué, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'essentiel a été réalisé ailleurs, et ici les matériaux arrivaient en grande partie prêts à poser. Donc vraiment un système de préfabrication. Et les charpentes, donc ça en est un bon exemple, puisqu'on a retrouvé il y a quelques années un contrat pour la livraison d'une charpente comme celle-ci, un contrat qui date de l'année 1532, et qui nous apprend que cette charpente, elle a été construite à Tours, donc à 80 km d'ici. Une fois leur charpente mise au point, donc ils ont numéroté toutes les pièces de bois, démonté leur charpente, chargé sur des bateaux. Les bateaux ont remonté la Loire jusqu'au port de Saint-Dié, qui est à 6 km d'ici. Là, les bateaux étaient déchargés, rechargés sur des charrettes pour les amener jusqu'ici. Et une fois ici, montés avec des grues, ils avaient des grues très perfectionnées, les pièces de bois une par une, l'assemblage reconstitué comme un jeu de construction en suivant les numéros. Et l'intérêt aussi, c'est que ça permettait d'avoir très peu de monde sur place. Le gros de la main-d'œuvre est resté à Tours, et la plupart des charpentiers qui ont construit cette charpente n'ont jamais vu Chambord. Là, il suffisait d'une poignée de charpentiers pour superviser le remontage avec des manœuvres, mais ça a permis d'économiser énormément de main-d'œuvre sur place.
Bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour de prochaines visites. À bientôt.